Monsieur Loli, eh bien écoutez, je vous remercie déjà de me recevoir dans votre laboratoire, un magasin à côté du casino, connu de longue date, parce que je crois savoir qu'il y a quelques décennies que vous êtes sur Luchon, en fait, hein. Effectivement, je suis ici depuis 1975. On a débuté, les eaux thermales, la convention des eaux thermales en octobre 74. Ça s'est concrétisé en janvier 75 et je suis ici depuis 75 où je me sens très bien. Voilà. Il fallait un agrément, j'imagine, pour utiliser des eaux thermales. Oui, tout à fait. Alors à ce moment-là, il y avait le laboratoire Chibray qui fabriquait un produit avec l'eau de la source près d'eux. Et M. Pégraphite, qui était maire de Luchon, m'a autorisé à acheter cette AMM. On dit une AMM, c'est-à-dire autorisation de mise sur le marché. Ensuite, disons que les lois ont beaucoup changé. Et le soluté près d'eux qui était en AMM est devenu produit libre. Alors dites-moi, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un soluté? Un soluté, c'est un mélange d'eau thermale et de sel, tout simplement. Voilà. Donc ce sont des produits qu'on trouve aujourd'hui en pharmacie. On les trouve en pharmacie. Alors le soluté prêt s'appelle toujours soluté prêt. J'utilise moins les eaux thermales maintenant, mais j'utilise des extraits de plantes que j'ai fait breveter et qui ressemblent beaucoup à l'eau thermale et qui se conservent très bien. La difficulté que l'on a dans les eaux thermales, c'est que dans le temps, ces eaux thermales s'éventent, donc elles perdent un peu de leur qualité. Alors que le Celso, je fabrique un produit qui s'appelle Celso, que je vous montrerai comment on le fabrique. Les gens sont très très contents et beaucoup moins cher, voilà. Alors nous parlions de ce fameux près d'eux, mais les gens ne vont pas trop comprendre. Il faut savoir que près d'eux, c'est le nom d'une source de l'établissement thermal. Tout à fait, tout à fait. Bien. Oui, c'est la source près d'eux qui a changé un peu de nom. Il y a eu de nouveaux captages, enfin tout s'est modernisé. Comme toujours, hein, les choses changent un peu, quoi. Il y a eu des forages dans Luchon. Voilà. Pour apporter un plus dans les eaux thermales, ne serait-ce que pour la partie rhumatisante, etc., oui. Pour amener de l'eau chaude, donc, qui a été captée en profondeur. Alors vous me dites donc faire des produits que vous avez vous-même innové finalement, puisque vous ne vous servez pas que de près d'eux. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis un peu un inventeur au grand cri de ma femme qui... pense que je ne m'occupe pas suffisamment d'elle parce que je pense toujours à mon travail. Vous voyez, j'ai 82 ans et je travaille encore parce que j'ai ça dans la peau. Hein, et j'ai ça de famille parce que nous, de famille, comme je vous l'ai dit, je suis alsacien d'origine et depuis 1870, on fabrique des petits produits comme ça qui rendent service aux gens. On n'est pas des grands pharmacien avec des grands laboratoires, non, la chimie n'est pas... si j'ai fait des études de chimie, c'est vrai, mais je me suis après réorienté vers la chimie naturelle, si je puis dire. Voilà. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené à Luchon avec une sinusite que j'ai contactée parce que je fabriquais des produits chimiques. J'étais à ce moment-là responsable d'un atelier de fabrication chez Ronde Poulenc, où je fabriquais des tanins synthétiques et des fibres acryliques, mais également la série des lanthamides et des uramides, c'est-à-dire toutes les terres rares, ce qu'on appelle les terres rares qui étaient tirées d'un minerai de monazite qu'on importait de Mauritanie. Bon, et j'ai contacté cette sinusite, je suis venu à Luchon me faire soigner, et j'ai dit, mais Luchon est un pays extraordinaire, au fond d'une vallée où on est tranquille, ici personne ne vient nous chatouiller les pieds. C'est un peu rigolo, mais c'est la vérité. Hein. Et alors, à ce moment-là, il y avait un maire qui m'a pris en amitié, disons, et qui m'a dit « Loli, vous m'intéressez de ce que vous voulez me raconter, et vous allez me fabriquer ça. » Et je suis parti à fabriquer ça. Et avec, bien sûr, l'accord du corps médical, et à ce moment-là, il y avait un médecin qui me soignait, qui s'appelait le docteur de Beauchamp, qui avait
Avant, il y avait le père, monsieur de Beauchamp père. Après, moi, j'ai eu monsieur de Beauchamp fils. Voilà, et ça a été extraordinaire. Voilà. Voilà où on en est. Alors, d'après ce que je crois comprendre, votre laboratoire donc a également des plantes médicinales en fait. C'est un peu diversifié votre activité. Voilà, voilà. C'est-à-dire que ma famille a toujours utilisé les plantes qui sont à l'origine de la matière médicale. Il faut savoir que le médicament a toujours été en grande partie tiré de la plante. Et puis après, les chimistes dont je suis ont dit, bon, ben, il n'y a pas assez de plantes pour soigner tout le monde. Et on a fait la même molécule avec, qui était dans la plante. Hein. Par exemple, sur le chardon-marie, on a fait l'acidimarine, qui est vendu. Bon, voilà. Mais moi, j'utilise la plante à l'état naturel. Bon. Et après, comme la législation a beaucoup changé, que les plantes ont été libérées, maintenant c'est des compléments alimentaires. Alors, bon, et ben moi, vous verrez, tous les stocks de plantes que nous avons, c'est fantastique parce que nous commercialisons sensiblement 700 tonnes par an de plantes sèches. Et il faut savoir qu'il faut 5 kilos de plantes fraîches pour faire 1 kilo de plantes sèches. Alors je vous laisse faire la multiplication pour savoir combien que ça fait. Par contre, ces plantes, nous en utilisons ici, nous en trouvons ici dans la montagne, en particulier la Gentiana lutea. Voilà. Est-ce que vous allez à Camsor par exemple? Oui, à Camsor, on pourra vous montrer des photos, tout ça c'est bien. Alors là, par contre, il faut faire très attention, parce qu'il ne faut pas ramasser pour ramasser, il faut toujours penser à l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut toujours laisser des racines dans la terre pour que ça se repeuple. Hein. Et en même temps, le fait de ramasser la plante, de ramasser la racine, parce qu'on utilise une fourche, et on ameublit la terre, donc la plante pousse mieux. Voilà ce qu'il faut dire. Hein. Mais on est pour cela surveillé très étroitement par le laboratoire botanique des Pyrénées, hein, qui vient nous visiter régulièrement. Et bon, en principe, il faut être réglo. Hein. Là, vous avez un agrément de toute façon. Ah, de toute manière, oui, il faut être absolument régulier. Alors, il faut rappeler que pour la gentiane, qui se trouve en particulier dans notre pays, donc, ce sont les tubercules, en fait, qu'on utilise. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bien, monsieur Loli, là, vous me montrez donc de la gentiane récoltée. Voilà, oui. Et les tubercules, oui. Voilà ce que l'on trouve sous terre. Voilà. Et ce sont des racines qui vont très en profondeur. Oui, dans la terre. Vous voyez, ça fait 40 cm. Voilà. Et il faut expliquer aux auditeurs qu'en fait, il faut utiliser un outil spécifique pour ne pas détruire. Est-ce que vous pourriez... Oui, c'est une fourche spéciale. Une fourche spéciale à 2 dents ou 3 dents, qui est enfoncée par le ramasseur avec son pied. Et comme on ramasse les pommes de terre, d'ailleurs, la même chose, hein, avant, bien sûr. Par contre, les racines que j'ai en main, là, ce sont des racines qui pèsent actuellement à peu près 300 grammes, mais qui, à l'origine, faisaient 2 kilos environ. Oui, parce qu'il faut savoir qu'elles sont sèches depuis la récolte. Également que vous aviez de l'hibiscus qui servait notamment pour le thé. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage et me montrer le produit hibiscus? Alors l'hibiscus, ce que j'ai dans mes mains là, c'est de l'hibiscus rouge, c'est de la fleur rouge. Cette fleur rouge, elle est très acide, c'est de la vitamine C qu'il y a là-dedans. Hein. Et ça, c'est justement, la fleur là est un peu cassée, elle est cassée exprès. Et après, on va la couper en petits morceaux pour la mettre dans le thé. Ça d'ailleurs un peu, quand elle est coupée en morceaux, ça a la même couleur que le thé. Voilà. Après, il existe aussi de l'hibiscus blanc et de l'hibiscus rose. Alors l'hibiscus blanc est surtout utilisé par les Hollandais parce qu'ils le mangent. Ils le font cuire et ils le mangent. Voilà. Et l'hibiscus rose, il y a des marchands de thé qui préfèrent l'hibiscus rose à l'hibiscus rouge. Moi, personnellement, je préfère l'hibiscus rouge. Alors déjà, pour la culture, nous fournissons les coopératives agricoles. Nous les fournissons en graines dans les pays. Hein. Et on rachète
à ces coopératives agricoles le produit frais. Nous avons à ce moment-là des hangars de stockage, on sèche à l'état naturel et on met en sac. On trie d'abord, on a des trieurs et on met en sac. Ces sacs sont mis dans des containers, ça arrive à Dakar, à Abidjan ou à Saigon, enfin l'ancien. Voilà. Et puis alors pour l'importation, alors après on met ça chez Delmas. Chez Delmas, ce sont des importateurs qui font tout le boulot. Ils font les tuvages et tout sur place, en fait, vous m'expliquez. Tout. Le produit, il arrive non plus brut, mais pratiquement, donc... Sec. Il arrive ici sec. Et ici, si vous voulez, on le retrie, on le ressèche, on le retrie, vous verrez les trieurs, hein, vous les verrez. Et après, on fait des coupes. On fait du haché, ce qu'on appelle du haché menu. C'est surtout pour les mélanges. Parce que nous vendons, nous, les sacs complets, mais on les vend à des grossistes, à des gros laboratoires. Les gros laboratoires sont soit en France, soit en Europe. Bayer, Allemagne? Allemagne, surtout Allemagne, parce que les Allemands sont très, très portés sur les plantes. Voilà.